En 10 jours, une chute de plus de 40% des exportations de blé américain vers l'Afrique de l'Ouest a brisé une routine commerciale que l'on croyait inébranlable. Dans le même temps, la lente montée des prix du mil et du sorgho sur les marchés du Sahel a révélé une autonomie locale que les capitales occidentales n'avaient pas prise au sérieux. Comment interpréter, pour ceux qui regardent cette crise à distance, ce moment où Ibrahim Traoré devient malgré lui le point de repère d'un bras de fer alimentaire entre continents? Ce qui ressemblait à un simple décret tarifaire est déjà en train de redessiner la carte des dépendances. Ce récit propose de dévoiler, pas à pas, ce que signifie réellement une rupture commerciale lorsqu'elle franchit des océans et redistribue silencieusement le pouvoir entre producteurs, négociants et gouvernements. La promesse est simple: comprendre en 12 mots comment une mesure ciblée peut remodeler un système entier. À mesure que les tensions se sont accumulées, les risques se sont précisés. Pour les exploitations américaines, l'effondrement soudain des contrats fait apparaître une fragilité que l'on croyait maîtrisée. Pour les marchés du Sahel, la montée progressive des prix locaux transforme une adaptation conjoncturelle en levier stratégique. Et si une économie de taille modeste peut réorienter des flux enracinés depuis des décennies, alors qu'est-ce qui échappe encore à cette logique? Ce qui se joue ici ne relève ni du spectaculaire ni du romanesque. Il s'agit de suivre les causalités qui s'entrelacent, de comprendre comment chaque acteur réagit et d'identifier pourquoi un décret présenté comme ponctuel devient le test d'un équilibre mondial. Ce parcours promet de clarifier ces dynamiques, sans exagération, uniquement à partir des faits. En moins de 2 semaines, un détail jugé symbolique est devenu un indicateur mesurable. Les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%. Cette baisse fulgurante a révélé une vulnérabilité logistique que ni Washington ni ses partenaires agricoles n'avaient anticipée. À partir de ces 2 données, une chaîne de causalité s'est déroulée avec une clarté inattendue. La décision tarifaire appliquée à 11 produits américains a produit un choc immédiat, d'abord discret, puis visible dans chaque maillon du commerce transatlantique. À Ouagadougou, les marchés semblaient inchangés, mais les courbes sous-jacentes signalaient un redéploiement réel de la demande vers le mil et le sorgho, conséquence directe d'investissements régionaux dans le stockage et l'irrigation. Les réseaux de distribution du Sahel ont absorbé l'impact avec une rapidité qui a surpris les observateurs, révélant qu'une transition vers des filières locales était déjà en cours, bien avant le décret. De l'autre côté de l'Atlantique, les coopératives du Midwest ont vu leurs silos se remplir trop vite, trop tôt. Des cargaisons préparées furent réorientées, des contrats suspendus, et la sensation que le secteur agricole se retrouvait entraîné dans une dynamique géopolitique dépassant largement la question du prix du blé. Les témoignages recueillis dans le Missouri ou le Nebraska traduisaient la même inquiétude. La stabilité qui soutenait leur modèle depuis des décennies pouvait céder en quelques jours. Au cœur de cette transformation silencieuse, un élément prenait de l'importance: la souveraineté alimentaire évoquée depuis plusieurs années par Ibrahim Traoré acquérait soudain une matérialité incontestable. Non plus un slogan, mais une structure opérationnelle dont les effets se lisaient dans les étals du Sahel et dans les tensions américaines. Ainsi se dessine le cadre général. Un choc tarifaire devenu révélateur d'un mouvement plus profond où le Sahel teste pour la première fois sa capacité à réorganiser ses dépendances, tandis que les États-Unis découvrent la fragilité de leurs certitudes exportatrices. Pour saisir les premiers effets concrets de cette réorganisation silencieuse, il faut revenir aux acteurs de terrain, ceux dont les gestes quotidiens racontent mieux que n'importe quel graphique la transformation en cours. À Ouagadougou, une meunière observait que la demande accrue pour le mil local lui permettait pour la première fois depuis des années d'augmenter légèrement ses marges. Ce témoignage, modeste mais précis, décrivait une bascule structurelle. Les céréales locales ne servaient plus simplement de complément, mais devenaient un pôle d'attraction économique. Les étals s'écoulaient plus vite,
et les filières régionales retrouvaient une place stratégique longtemps éclipsée par les importations américaines. À des milliers de kilomètres, dans le Missouri, un producteur de maïs confiait à une radio régionale qu'il n'avait jamais vu ses réserves atteindre un tel niveau si tôt dans la saison. Ces mots traduisaient la peur d'un marché qui se dérobait, les silos saturés, les cargaisons redirigées, l'incertitude s'installant dans les coopératives. Tout signalait que le choc tarifaire s'était transformé en contrainte logistique majeure. Ce micro-case américain mis en perspective avec celui de la meunière du Sahel révélait une tension structurante. Ce qui renforçait l'un fragilisait l'autre. À travers ces récits situés, une dynamique apparaît. Ce sont les ajustements rapides des acteurs locaux qui déterminent la portée réelle du décret. Leurs décisions, prises sous pression, amplifient ou freinent l'onde de choc commercial. Et c'est précisément là que la transition s'incarne, dans les gestes du quotidien. Avant le décret, les flux agricoles entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest suivaient une trajectoire stable, presque mécanique. Après son activation, tout s'est disloqué en quelques jours. Contrats suspendus, cargaisons redirigées, prix locaux réévalués, certitudes anciennes brutalement remises en cause. Ce contraste entre l'avant et l'après devient le point d'allumage d'une séquence où chaque réaction génère une onde successive. L'activation des droits sur 11 catégories de produits américains agit immédiatement comme un détonateur. Les coopératives du Midwest, habituées à des débouchés prévisibles, voient soudain leurs silos se remplir beaucoup plus vite que d'ordinaire. Les responsables logistiques décrivent des files de camions à l'arrêt, incapables d'écouler des volumes devenus difficiles à placer. Le marché intérieur américain, qui comptait sur la fluidité de ses exportations, montre ses premières fissures. Simultanément, dans les marchés d'Ouagadougou et de Bamako, les vendeurs de mil et de sorgho ajustent discrètement leurs prix. L'augmentation reste progressive, mais elle modifie déjà les comportements. Les consommateurs se tournent vers les farines locales, les producteurs réorganisent leurs circuits, les meuniers accélèrent leur cadence. Les filières sahéliennes absorbent le choc avec une rapidité inattendue, révélant des capacités que peu d'analystes avaient anticipées. Cette montée en puissance donne un relief nouveau au discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire, non comme une déclaration symbolique, mais comme une orientation mesurée dans les étals et dans les flux. C'est alors que la tension change d'échelle. Aux États-Unis, des cargaisons près de ça partir sont renvoyés vers d'autres ports, les acheteurs africains n'étant plus en mesure d'accepter les tarifs majorés. Des coopératives rapportent que certains lots stockés commencent à dépasser les seuils habituels. L'industrie de transformation, dépendante d'un cycle d'écoulement rapide, doit ralentir sa cadence. Les premières inquiétudes politiques émergent. Élus locaux alertant sur les risques pour l'emploi rural. Organisations agricoles parlant d'un précédent dangereux. Dans le Sahel, l'effet inverse s'installe. L'Algérie propose du blé à prix réduit. La Russie redirige des cargaisons depuis la mer Noire. Le Brésil intervient avec de la volaille. Chaque nouveau fournisseur qui entre dans l'équation renforce les marges de manœuvre du Burkina Faso et de ses voisins. Les réseaux de distribution, déjà en recomposition, intègrent ces alternatives sans heurts majeurs. Le système régional se densifie et la diversification cesse d'être une idée pour devenir une opération concrète. Le climat géopolitique se tend lorsque circule le mémo divulgué à Washington, suggérant un éventuel paquet de sanctions au Sahel. Ce document, relayé dans plusieurs médias internationaux, agit comme un accélérateur. Ce qui aurait pu rester un différend tarifaire technique se transforme en bras de levier politique. Au Mali ou au Niger, des voix publiques affirment que soutenir la posture du Burkina Faso revient à défendre la dignité alimentaire régionale. Dans le Midwest, la peur d'un découplage durable se répand. La séquence atteint son point de bascule. Les marchés américains fluctuent, les contrats à terme sur le blé oscillent. Les producteurs redoutent une saison compromise. Dans le Sahel, la confiance augmente. Dans les États-Unis agricoles, l'incertitude s'enracine. Les lignes de force s'inversent, révélant un déplacement profond du pouvoir commercial.
Le choc initial devient une recomposition globale en mouvement constant. La ligne de base était claire. Pendant des décennies, les exportations agricoles américaines vers l'Afrique de l'Ouest formaient un flux stable et rarement remis en question. Puis est survenue la rupture mesurable, un effondrement de plus de 40% des expéditions de blé en seulement 10 jours. Cette variation brutale a montré que la dépendance structurelle des producteurs américains à ces débouchés pouvait céder d'un seul coup. Ce chiffre signale qu'un marché pivot peut basculer beaucoup plus vite qu'attendu. Le deuxième repère, observé sur les marchés du Sahel, concernait la hausse notable de la valorisation des céréales locales, notamment du mil et du sorgho. Même sans pourcentage chiffré dans les documents officiels, les témoignages convergent vers une progression visible des prix. Cette augmentation indique que la demande s'est redéployée vers les filières locales d'une manière durable et stratégique. Des sacs de farine estampillés souveraineté apparaissent, tandis que les étals s'écoulent plus rapidement qu'à l'accoutumée. Ce mouvement confirme la montée en puissance d'un système soutenu depuis plusieurs années par des investissements dans le stockage, l'irrigation et la transformation. Le troisième point, silencieux mais décisif, tient au stock américain. Dans le Missouri, le Nebraska ou l'Iowa, les coopératives décrivent des silos se remplissant trop rapidement, trop tôt. Même sans pourcentage officiel, l'indicateur est clair. Les volumes immobilisés dépassent les seuils habituels du début de saison. Cette saturation précoce signifie qu'un ralentissement prolongé pourrait perturber toute la chaîne de production nationale. La logistique, conçue pour un écoulement continu des exportations, atteint ses limites mécaniques, renforçant l'inquiétude des exploitations du Midwest. Ces 3 points, contraction accélérée des expéditions, appréciation des céréales africaines, engorgement des stocks américains, composent un schéma cohérent montrant une bascule simultanée aux 2 extrémités de la chaîne. Les investisseurs l'ont compris immédiatement. Les contrats à terme sur le blé et le soja ont enregistré des fluctuations sensibles, preuve que les marchés intègrent désormais la possibilité d'un réalignement durable. Les grandes entreprises de transformation révisent leurs prévisions de revenus, tandis que les coopératives agricoles redoutent des réductions d'effectifs si les tendances persistent. Dans le Sahel, cette dynamique acquiert une dimension politique supplémentaire. Les gouvernements de la région soutiennent publiquement la mesure burkinabé, tandis que leur réseau industriel accélère la transformation locale. Les filières intègrent cette transition comme une opportunité, et non comme une crise. C'est dans ce contexte que les discours d'Ibrahim Traoré, centrés sur la souveraineté alimentaire, prennent une valeur nouvelle. Ils correspondent désormais à une réalité économique observable, mesurable, quasi expérimentalement validée par les marchés. Aux États-Unis, le mouvement inverse s'installe. Prévisions révisées à la baisse, budget ajusté, inquiétude concernant l'emploi rural, la chute de 40% des exportations, la hausse des prix sahéliens et la saturation des silos ne sont pas des anomalies isolées. Elles forment un système d'indicateurs convergents. Ces repères de départ et les écarts observés depuis racontent ici une seule histoire. Le rapport de force s'inverse. Ce tableau quantifié apporte la clé de lecture. Le choc tarifaire n'est pas un épiphénomène, mais un signal structurel que les 2 continents devront intégrer dans leur stratégie future. Pâture. 2 thèses majeures se sont imposées lorsque le choc tarifaire s'est diffusé dans les coopératives américaines, les marchés du Sahel et les cercles diplomatiques. La première, portée par de nombreux élus du Midwest et par les organisations agricoles, affirme qu'une réponse ferme de Washington est indispensable pour empêcher l'effritement de l'influence américaine. Selon cette perspective, laisser le Burkina Faso imposer des droits élevés sur 11 catégories de produits reviendrait à ouvrir la voie à d'autres régions désireuses de tester la solidité du système commercial américain. Les producteurs, voyant leurs silos saturés et leurs contrats vaciller, considèrent cette fermeté comme une évidence stratégique. La seconde thèse, davantage soutenue dans les milieux diplomatiques et par plusieurs analystes économiques,
défend l'approche inverse. Pour eux, une riposte trop agressive accélérerait précisément le réalignement que Washington souhaite éviter. La réaction rapide de l'Algérie, de la Russie ou du Brésil prouve que d'autres fournisseurs sont prêts à occuper l'espace sans délai. Le mémo divulgué à Washington, évoquant un possible paquet de sanctions au Sahel, illustre ce risque. Un geste excessif pourrait transformer une transition conjoncturelle en rupture structurelle. Dans cette lecture, pousser trop loin la pression reviendrait à ancrer l'Afrique dans une diversification irréversible. Face à ces positions opposées, une réponse cohérente exige de revenir aux faits. La chute de plus de 40% des exportations de blé américain vers l'Afrique de l'Ouest. La montée progressive des prix locaux au Sahel et la saturation des silos américains montrent que la dynamique est déjà en mouvement. Le Sahel n'a pas improvisé. Les filières locales étaient prêtes à absorber le choc, et les acteurs internationaux ont immédiatement comblé les vides laissés par les États-Unis. Ignorer cette tendance reviendrait à méconnaître la profondeur de la transformation. Y répondre de manière disproportionnée renforcerait exactement ce que Washington redoute. Ainsi, la position la plus solidement étayée par les données est celle qui reconnaît que l'équilibre s'est déjà déplacé. Toute stratégie durable devra partir de cette réalité, plutôt que chercher à restaurer un ordre antérieur désormais fragilisé. À partir de ce moment charnière, la confrontation cesse d'être un différend tarifaire pour devenir un laboratoire de souveraineté où chaque geste, moudre, stocker, négocier, produit un effet politique mesurable. Dans les marchés du Sahel, les céréales locales s'écoulent encore plus vite, et des coopératives renforcent leur réseau, preuve que la transition économique est déjà engagée. Ce rééquilibrage donne un poids nouveau aux prises de position d'Ibrahim Traoré, dont les discours sur l'autonomie alimentaire trouvent enfin un terrain concret pour se déployer. En parallèle, aux États-Unis, la nervosité augmente. Les producteurs du Midwest, déjà confrontés à la saturation de leurs silos, doivent composer avec l'incertitude créée par le mémo divulgué à Washington. Ce document, évoquant un éventuel paquet de sanctions au Sahel, agit comme une ombre portée sur les débats politiques et renforce la tension entre prudence diplomatique et impératifs intérieurs. Les marchés réagissent instantanément, les contrats à terme se tendent, les prévisions s'ajustent, et la perspective d'un découplage prolongé n'apparaît plus comme une hypothèse marginale. Ce moment met en lumière deux logiques opposées, mais cohérentes. L'une consolide son autonomie, l'autre tente de préserver un équilibre en mutation. Les effets concrets du décret tarifaire se déploient donc désormais dans 4 directions distinctes, chacune révélant une facette essentielle de la recomposition en cours. C'est dynamique, observé simultanément dans les villages du Sahel, les entrepôts américains, les foyers des 2 continents et les capitales régionales, montre qu'un simple ajustement tarifaire peut reconfigurer bien plus qu'un marché. Il modifie la manière même dont les communautés comprennent leur sécurité alimentaire et leur place dans les échanges mondiaux. Du côté des producteurs du Sahel, l'impact est immédiat. La demande croissante pour le mil, le sorgho et d'autres céréales locales a déclenché une valorisation inattendue des productions domestiques. À Ouagadougou et Bamako, des sacs de farine portant la mention et souveraineté apparaissent sur les étals, matérialisant un changement longtemps théorique. Les meuniers s'y accélèrent leur cadence, les coopératives et les testent de nouveaux circuits de distribution, et les familles perçoivent une cohérence nouvelle entre ce qu'elles consomment et ce que la terre produit. L'élan politique porté par Ibrahim Traoré acquiert ici une traduction concrète. L'autonomie alimentaire devient une pratique, pas seulement une revendication. Pour les entreprises agricoles américaines, l'effet miroir est brutal. Les silos saturés, les contrats suspendus, les cargaisons réorientées forment une séquence qui déstabilise des modèles économiques établis depuis des décennies. Les transformateurs,
liées à des cadences d'exportation régulières, revoient leurs prévisions, parfois en envisageant des réductions d'effectifs. Les fluctuations des contrats, à terme sur le blé et le soja, traduisent en cette incertitude. Les investisseurs intègrent désormais la possibilité d'un découplage prolongé. Les exploitants du Midwest observent la situation avec appréhension, conscients qu'une crise logistique peut devenir une crise structurelle. Pour les consommateurs, les conséquences se révèlent à deux vitesses. Aux États-Unis, l'immobilisation des stocks peut entraîner des tensions sur les prix, affectant directement les budgets des familles. Certains produits essentiels deviennent plus coûteux à mesure que les entreprises réévaluent leur modèle. Dans le Sahel, l'effet est inversé. Les produits locaux gagnent en visibilité et en légitimité culturelle. Le pain issu de céréales nationales devient un symbole d'indépendance alimentaire, et les marchés retrouvent une cohérence régionale dans leurs approvisionnements. Pour beaucoup, c'est la première fois que la vie quotidienne reflète un mouvement géopolitique plus large. Sur le plan régional et géopolitique, enfin, les répercussions sont profondes. L'Algérie, la Russie et le Brésil comblent rapidement les vides laissés par les États-Unis, confirmant que la diversification africaine n'est pas un slogan, mais une stratégie active. Les gouvernements du Mali, du Niger, du Ghana ou du Sénégal s'interrogent sur leur propre dépendance et envisagent d'harmoniser leurs politiques tarifaires. À Washington, cette dynamique suscite une inquiétude nouvelle, la perte d'un levier politique longtemps assuré par les exportations agricoles. Ce qui était un geste isolé devient un précédent capable d'influencer les alliances futures. À ce stade, on comprend qu'un décret peut, à lui seul, enclencher une redéfinition régionale durable. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune découlant directement des signaux déjà visibles dans les marchés, les coopératives et les décisions politiques qui s'enchaînent depuis l'activation du décret. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à décrire ce que deviennent les structures lorsqu'un système, longtemps stable, entre en phase de recomposition accélérée. Dans une trajectoire de stabilisation sous tension, Washington adopte une posture prudente. Les États-Unis réorientent une partie de leurs exportations vers d'autres marchés, sans parvenir à reconstituer entièrement leurs débouchés historiques. Le Sahel, de son côté, consolide ses chaînes locales, sans les étendre au-delà de leurs capacités actuelles. Les prix américains restent volatiles mais gérables. Les entreprises de transformation maintiennent leur activité au prix de révisions budgétaires successives. En Afrique de l'Ouest, l'approvisionnement gagne en cohérence régionale. Rien n'est tranché, mais tout se stabilise à un niveau nouveau. Dans une trajectoire de rééquilibrage coopératif, des négociations discrètes s'ouvrent entre Washington et plusieurs capitales africaines, et un compromis pourrait émerger. Volume révisé, exemptions ciblées ou accords de modernisation agricole. Ce cadre offrirait au Sahel une reconnaissance formelle de ses nouvelles priorités, tout en permettant aux producteurs américains de desserrer l'étau logistique qui pèse sur eux. Les marchés réagiraient favorablement. Baisse de la volatilité, regain de prévisibilité pour les entreprises, retour progressif d'un flux bilatéral mieux calibré. Dans cette configuration, le choc tarifaire devient un levier d'adaptation plutôt qu'un facteur de rupture. Dans une trajectoire de rupture durable, si les sanctions évoquées dans le mémo divulgué se matérialisent, la transition s'accélère brutalement. L'Afrique étend ses partenariats avec l'Algérie, la Russie ou le Brésil, poussés par un élan politique et social déjà actif. Les États-Unis, confrontés à un découplage élargi, revoient profondément leur stratégie d'exportation et renforcent les aides internes. Plusieurs pays du Sahel pourraient aligner leur politique tarifaire sur celle du Burkina Faso, transformant un décret ponctuel en doctrine régionale. Les prix internationaux deviendraient plus instables. Les alliances commerciales se redéfiniraient. Pour mieux lire ce qui se passe, il faut penser en termes de dépendance, plus qu'en termes de frontières. Les répercussions de cette crise ne se limitent pas aux producteurs, aux coopératives ou au gouvernement.
Elle touche directement ceux qui observent l'évolution du monde agricole sans y participer quotidiennement. Pour un premier groupe, les citoyens soucieux de comprendre les transformations globales, la tension tarifaire révèle la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Un décret ciblé suffit à modifier les prix, les flux et les alliances. Saisir cette réalité devient une forme de vigilance civique, un moyen d'appréhender comment circulent les denrées et comment se redéfinissent les dépendances. Les consommateurs, eux, ressentent l'impact à travers leurs dépenses quotidiennes. Aux États-Unis, certains produits essentiels peuvent voir leur prix augmenter à cause de l'immobilisation des stocks et des ajustements industriels. Dans le Sahel, l'effet inverse se produit. Les farines locales gagnent en visibilité et reprennent une place culturelle souvent marginalisée. Dans les deux cas, les paniers alimentaires deviennent des indicateurs silencieux des tensions géopolitiques qui s'exercent loin des rayons des marchés ou des supermarchés. Enfin, pour celles et ceux engagés dans le débat public, on touche ici un terrain de réflexion essentiel. Les discussions sur la souveraineté alimentaire, l'équité commerciale ou la diversification des partenaires ne relèvent peut-être plus du discours théorique. Elles s'incarnent dans les témoignages d'agriculteurs, dans les fluctuations des marchés et dans les positions diplomatiques. Comprendre cette intersection entre choix institutionnels et réalité vécue devient un outil indispensable pour analyser l'évolution du monde. Au croisement de ces regards, une même intuition émerge. Cette crise ne parle pas seulement de tarifs, mais de la manière dont nos interdépendances façonnent l'avenir. Pour transformer une confrontation tarifaire en terrain de stabilisation, un cadre d'action clair s'impose. Les mesures doivent être concrètes, séquencées et évaluables, afin que chaque acteur puisse ajuster sa réponse sans alimenter une escalade. Voici une feuille de route organisée en 4 axes complémentaires, tenant compte à la fois des pressions américaines, des ambitions régionales du Sahel et des signaux envoyés par les marchés internationaux depuis l'activation du décret burkinabé. Du côté américain, l'enjeu immédiat consiste à désaturer les silos. Les institutions fédérales doivent établir, dans les 3 à 6 mois, un mécanisme d'ajustement logistique capable de rediriger temporairement les volumes excédentaires vers des marchés secondaires. L'efficacité se mesurera à la réduction progressive des stocks et à la stabilisation des prix intérieurs. Sans cette étape, la crise logistique pourrait se transformer en contraction de l'emploi agricole. Dans le Sahel, il devient crucial d'harmoniser stockage et transformation. Les réseaux régionaux doivent coordonner leurs capacités de transformation et de stockage. Une feuille de route partagée, appliquée dès le prochain cycle, peut définir des seuils de production locale et des règles communes de manutention. Le succès se lira dans la hausse des volumes transformés localement et la fluidité des échanges intra-régionaux, prolongeant concrètement les orientations portées par Ibrahim Traoré. Sur le plan diplomatique, même sous tension, un canal technique reste indispensable. Washington et Ouagadougou peuvent identifier des marges de manœuvre sans renoncer à leur position structurelle. L'objectif n'est pas de revenir au statu quo, mais d'éviter une rigidification durable des blocs commerciaux. Enfin, de manière transversale, la souveraineté alimentaire doit être suivie par des indicateurs simples. Volume transformé, résilience des filières, autonomie des prix, permettant d'évaluer si la dynamique actuelle s'ancre réellement dans la durée. Et quand une stratégie devient lisible, la tension a plus de chances de diminuer durablement. Lorsque l'on revient aux scènes du début, la meunière d'Ouagadougou ajustant ses prix, le producteur du Missouri observant ses silos se remplir trop vite. Tout semble désormais chargé d'un sens différent. Ces gestes ordinaires, décrits comme de simples adaptations à un marché instable, apparaissent aujourd'hui comme les premiers marqueurs d'un basculement profond. Ils racontent, chacun à leur manière, la manière dont une décision tarifaire venue de Ouagadougou a traversé des océans pour toucher 2 mondes qui, jusque-là, ne se croisaient qu'à travers des cargaisons et des contrats. Dans ce mouvement élargi,
Les mots dits d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire prennent un relief nouveau. Ils accompagnaient jusque-là un horizon politique. Ils s'ancrent désormais dans les pratiques quotidiennes. Moudre, peser, stocker, vendre. À des milliers de kilomètres, les agriculteurs américains scrutent leurs réserves avec une inquiétude similaire, révélant que les deux réalités, le marché sahélien et le silo du Midwest, ne sont plus des univers séparés, mais les deux faces d'une même réorganisation mondiale. La crise, en filigrane, montre que ce sont souvent les gestes les plus simples qui portent les changements les plus vastes. De petites actions déplacent parfois des équilibres entiers. Au terme de ce parcours, une idée s'impose. Cette confrontation née d'un décret tarifaire dépasse largement le cadre des marchés agricoles. Elle révèle comment les nations organisent leurs interdépendances, comment les décisions institutionnelles se répercutent dans les gestes quotidiens, et comment les équilibres globaux peuvent se transformer en quelques jours.